Maîtriser le cadre macroéconomique, arrêter l'inflation monétaire, le gouvernement congolais en fait une de ses principales priorités. De 28 à 5, les mesures urgentes adoptées récemment par l'exécutif national vont principalement s'attaquer à la fraude aux frontières et à la dépréciation de la monnaie locale. Bonjour à tous, vous regardez Economia, votre rendez-vous hebdomadaire économique qui reçoit pour vous M. Al Kitingue, stratège et analyste économique, avec qui nous allons analyser les nouvelles mesures urgentes de l'État publiées depuis le 11 août dernier. Mesdames et messieurs, bienvenue à Economia. Bonjour M. Al Kitingue. Madame, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Economia. Nous allons parler des 5 nouvelles mesures urgentes du gouvernement. Nous étions à 28, il y a presque 2 ans de cela. Mais depuis le 11 août, le gouvernement a publié d'autres mesures urgentes. Les 5, qu'est-ce que vous avez à dire quant à ce? Je vais dire exactement la même chose que j'ai dite lorsqu'on a édité les 28 mesures. C'est que les mesures, en fait, en tant que telles, ne représentent pas grand-chose si elles ne sont pas suivies par un plan opérationnel qui lui est détaillé et qui est réparti de manière verticale et horizontale et qui a une matrice de monitoring, ça veut dire des indicateurs capables de dire si oui ou non on avance sur les différents paramètres. On a publié les 5 mesures, vous avez dit le 11, et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il existe une matrice de suivi. Ça veut dire qu'en fait, on risque encore une fois d'avoir publié des mesures dont on n'a pas un plan opérationnel, dont on n'aura pas des indicateurs de mesure. Et encore une fois, à un autre moment, on est passé de 28 à 5, après peut-être on va passer à 2 mesures, et peut-être à 0 mesure. Je crois simplement qu'il est important pour une république de rester tout simplement normale et de fonctionner normalement. Ce que je voudrais savoir, du 11 août à aujourd'hui, à vous entendre déjà, on sait comprendre que aucune de ces mesures n'est déjà opérationnelle. En tout cas, aucune de ces mesures n'a fait l'objet d'une matrice opérationnelle pour être à mesure d'être suivie et aussi d'un plan de monitoring pour que les Congolais soient en mesure de mesurer ce que l'État a dit et ce que l'État est en train de faire. Et à un moment donné, ça donne tout l'air d'un effet d'annonce. Combien l'État perd-il réellement par jour en termes de pertes? Personne ne peut donner un chiffre précis. Mais toute la littérature économique qui existe démontre clairement que dans l'état actuel de l'économie, nous pouvons multiplier par 5, si pas par 6, les revenus de l'État. Ça sous-entend qu'en fait, en étant inefficace, l'État passe à côté de 81% des recettes qu'il aurait bien pu être en mesure de capter. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté de l'État congolais, c'est la capacité à saisir l'assiette fiscale, mais également sa capacité à mobiliser ses services pour être en mesure de collecter ce qui est dû à l'État. Et là-dessus, il y a un certain nombre de mesures extrêmement importantes qu'il faut prendre. C'est de remettre l'État dans l'exécution de la loi, de respecter les différents engagements. Je vous en donne un. C'est que quand on dit que les différentes régies financières, quand elles collectent, elles sont censées recevoir 5% de tous les montants qui ont été récoltés. Et si à un moment donné, on décide de changer d'avis, bien entendu, il faut s'attendre à ce qu'on décourage les gens qui sont à la mobilisation des moyens de l'État. Sur ce genre de choses que je dis, ça ne sert absolument à rien d'aller de mesure exceptionnelle à mesure exceptionnelle. Il faut simplement rentrer à la normale. Que dit la loi? Qui doit faire quoi? Et comment on mesure cela? Aussi simple que ça. Ces mesures vont limiter à 4 le nombre de services dans nos frontières. Mais je me rappelle que cette décision, c'est du déjà entendu, du déjà dit au Congo. Mais quelle est la nouveauté aujourd'hui? Cette mesure a été prise à plusieurs reprises, elle a été annoncée à plusieurs reprises. Le chef de l'État s'en est lui-même mêlé et à un moment donné, il a donné des instructions. Force est malheureusement se constater que même lui n'a pas été en mesure de faire exécuter ces
mesure. Et vous vous rendez bien compte, si au-delà de lui, il n'y a pas de résultat, il faut que Dieu le Père descende. Et moi, je ne vois pas comment on va faire les choses. Moi, je dis encore une fois, il faut regarder les choses à la racine. La plus grosse difficulté que nous avons dans cette situation, ce sont les conflits d'intérêts. Qui retrouve-t-on aux frontières et qui provoquent toutes ces difficultés? C'est des hauts gradés de l'armée, c'est éventuellement des hauts gradés de la territoriale. Et c'est là qu'il faut aller regarder les questions. C'est là qu'il faut aller regarder la question. C'est de dire, est-ce que nous avons besoin d'un certain nombre de services et que font ces services qui soient nuisibles à l'efficacité de l'État? Vous vous rendez bien compte qu'il y a une grosse confusion entre la gestion d'une frontière du point de vue administratif et du point de vue économique. Et à un moment donné ou à un autre, lorsqu'on décide de quelque chose, il faut être en mesure de pouvoir le mettre en application. Encore une fois, je disais tout à l'heure, il est important de informatiser les systèmes, ça réduit l'impact de la présence physique des individus parce que la présence physique des individus induit le comportement humain dans un sens ou dans un autre, en fonction du fait que les personnes qui sont sur place ont la moralité bonne ou mauvaise. Quels sont les services qui doivent réellement être supprimés et quels sont ceux qui doivent rester aux frontières? Mais les 4 services qui sont censés rester aux frontières, c'est essentiellement la douane, l'immigration, l'office de contrôle et éventuellement, je crois, le service d'hygiène. C'est le 4e. Voilà. Mais tous les autres ne sont pas censés être là. L'armée n'a aucune raison d'être à la frontière. Par exemple, essentiellement lorsqu'il s'agit des questions économiques. Les services de renseignement, très malheureusement, sont censés être partout, mais il y a des mécanismes pour qu'ils soient dissimulés derrière les services, par exemple, d'immigration. Tout le monde sait, par exemple, qu'en Afrique du Sud, l'agent d'immigration que vous rencontrez est un agent de renseignement, aussi simple que ça. Et donc, je pense que l'État doit fournir un effort pour être simple et lisible. Et pour être simple et lisible, il faudrait que ce qu'il dit soit ce qu'il fait. Cette mesure sur les 4 services instaure la transparence et lutte contre toute forme de tracasserie à travers l'imposition d'un taux unique de taxes. Quel est votre commentaire à ce sujet? Non. Ce n'est pas encore fait et ce sera peut-être encore difficile à faire. Il est important que le gouvernement s'entende sur comment il désire percevoir. C'est ce qu'on appelle les effets de guichet unique. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. On voudrait le faire de manière à simplifier la situation pour l'opérateur économique. Et il va falloir qu'à un moment donné ou à un autre, le guichet unique ne devienne pas un guichet unique physique, qui devienne un guichet unique électronique. Tous les pays du monde en matière de déclaration douanière et de liquidation douanière ont fait un effort pour aller vers un guichet unique virtuel. Ça sous-entend qu'en fait, je peux rester chez moi, je déclare ma marchandise, je la paye et je la liquide. Et en fait, quand la marchandise arrive à la frontière, on vérifie simplement la conformité entre ma déclaration et les marchandises qui sont en présence. En ce moment-là, encore une fois, ça revient à ce que je disais, la présence physique des individus est réduite. À partir du moment où la présence physique des individus est réduite et que tout se passe de manière informatisée, ça devient assez facile de tracer. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque 2 personnes se trouvent en face l'une de l'autre, ce qui s'ensuit, c'est la négociation. Et généralement, c'est toujours au détriment de l'État. En vue de lutter contre la dépréciation monétaire, le gouvernement a en outre décidé un encadrement rigoureux des dépenses publiques. Peut-on affirmer que cette mesure porte déjà des fruits au regard du taux maîtrisé depuis quelques jours? Je crois qu'il faut acclamer cette mesure. En fait, ce que le gouvernement ne dit pas clairement, c'est qu'il a arrêté d'imprimer des billets et de les injecter dans le système. À un moment donné, très malheureusement, le gouvernement a fait recours du financement monétaire. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'ils prennent conscience du fait d'un besoin de discipline, ça ressemble à du déjà-vu. C'est un petit peu ce que Matata a essayé de faire pendant tout le temps qu'il était là. C'est-à-dire assurer qu'on ne dépense que ce que l'on gagne. Et donc, l'effort aujourd'hui, c'est de maîtriser la recette. Pour maîtriser la recette, encore une fois, je reviens à ce que je disais, l'État doit vivre, par exemple, l'État doit pouvoir s'occuper de ce qu'on appelle les impératifs de sécurité. Il faut qu'il dépense pour s'assurer que personne ne nous agresse et que les endroits où nous sommes encore en turbulence sont de plus en plus maîtrisés. Donc, il y a de l'argent à dépenser de manière incompressible. Et je pense encore une fois que l'informatisation est quelque chose qui peut nous permettre d'accélérer notre capacité de capture de l'assise financière de l'État. L'autre chose, et je pense qu'il faut être en mesure de faire un contrat réel entre l'administration centrale et les administrations provinciales, les fameux 40%.
il faut motiver les provinces à pouvoir se mobiliser pour être en mesure de mobiliser l'argent de l'État. Et pour ça, il faut être en mesure de leur retrocéder ce qu'il aurait dû. Parce qu'aujourd'hui, tout compte fait, les gens pensent que les gens de Kinshasa consomment tout, alors on s'en fout. Les gens qui sont sur le terrain, en fait, ils se débrouillent pour qu'ils captent, même si c'est de manière irrégulière, ce qu'ils peuvent capter à la source. Et ce que je dis, ça concerne bien les officiels, mais ça concerne surtout aussi les individus. Et je crois simplement que si la règle est claire, on a une rétrocession des 40%, on a une rétrocession des 5% par rapport au service d'assiette, ce serait déjà quelque chose qui peut permettre aux gens de... Et à côté de ça, il faut sortir la cartographie des recettes pour qu'on sache quelles sont les provinces qui contribuent et qui mobilisent les moyens de l'État de manière efficace et qui sont les opérateurs qui sont efficaces et ceux qui ne le sont pas. Ça permettrait aux Congolais de s'apercevoir que, oui, bien entendu, il y a un certain nombre de provinces qui avancent beaucoup plus vite que d'autres parce qu'elles travaillent plus que d'autres. Et aujourd'hui, parce que nous avons 26 provinces, il y a des provinces que nous devons stimuler. Souvenez-vous de la caisse de péréquation. Et tout ça, c'est des opérations qu'il faut mener pour que, à terme, les 26 provinces deviennent toutes productives. Vous avez dit que l'État congolais a arrêté de fabriquer les billets. Il a arrêté avec la planche à billets, mais toutes ces mesures, pour leur application, ça demande des moyens financiers. Mais où l'État va-t-il trouver une bouffée d'oxygène pour justement mettre en application ces mesures? Je pense que les premiers moyens dont dispose un État sont les impôts et taxes. Il est important que l'État congolais commence déjà par capter ce qui est à sa disposition. Et ça lui permettra d'éviter de faire toujours recours à l'extérieur. Les emprunts, c'est bien. Les acquisitions internationales, c'est bien. Mais ça doit venir en apport ou en support de ce que vous captez déjà sur le marché intérieur. Je crois que l'économie nationale et la fiscalité doivent être la base de la gestion d'un pays. Et je crois qu'il est important que l'État se concentre pour être en mesure d'être le plus efficace possible et être en mesure de collecter les impôts et taxes. Là-dessus, il y a deux manières de faire les choses. C'est déjà que l'État montre, dans le cadre de la redevabilité, la transparence quant à l'utilisation de l'argent qu'il capte, mais également une certaine rigueur, avant cela une éducation du citoyen pour qu'il comprenne qu'il doit payer les taxes et il doit payer l'impôt. Et je reviens encore à une chose élémentaire, c'est cette question d'informatisation. On a parlé de la TVA, par exemple, comme étant une des ressources extrêmement importantes, parce qu'elle est basée sur la consommation des citoyens, mais nous n'avons toujours pas les caisses enregistreuses électroniques qui permettraient que chaque fois que vous payez dans un restaurant, dans un supermarché ou dans n'importe quel point marchand, que cet argent soit capté, qu'il soit transféré à l'État. Dans la plupart des pays, ces questions ont été simplement informatisées et automatisées. À partir du moment où le commerçant perçoit l'argent, son compte est débité pour que celui de l'État soit crédité. Et je crois qu'il est important que l'État congolais fournisse un effort pour aller de plein pied dans le 21e siècle. Nous sommes dans le siècle des technologies, nous sommes dans le siècle numérique. Et on ne peut pas continuer à agir comme on agit aujourd'hui parce que ça nous amène à la contre-performance. Vous n'avez pas arrêté de parler de l'informatisation du système. C'est vrai que parmi les mesures, je crois d'ailleurs que c'est la dernière, il y a justement cette mesure qui va essayer de mettre tous les services de l'État, les numériser. Les services seront informatisés, centralisés. Mais est-ce que justement, vous pensez que ce soit la solution au problème ? Je pense que c'est un premier pas important qui permettra que le comportement humain soit plus ou moins correctement, j'ai envie de dire, guidé. Et si nous avons des informations numériques, l'avantage c'est que nous pouvons les interpréter en temps réel. On ne va pas attendre la fin d'une période pour être en mesure d'agir. Vous savez, quand quelque chose se met à dérouter, lorsque vous avez les informations numériques, vous pouvez les interpréter en temps réel. On a ce qu'on appelle en anglais le dashboard, ça veut dire le tableau de bord, qui vous permet de savoir à gauche ça va, à droite ça ne va pas. Au jour d'aujourd'hui, si vous demandez au ministre des Finances combien d'argent il reçoit par jour, il est incapable. Il sera bien obligé d'appeler les 3 directeurs généraux des recettes pour que ceux-ci appellent leurs différents directeurs et que ceux-là appellent leurs différentes provinces pour que le lendemain, on vous trouve un chiffre approximatif. Alors que si tout ça est numérisé, en temps réel, on peut se rendre compte que tel point est contre-performant et il faut agir, on peut agir tout de suite pour être en mesure d'être efficace le lendemain déjà. Et la deuxième des choses, c'est qu'à partir du moment où on a un système informatique
correcte, on a la cartographie réelle de l'économie congolaise en temps réel. On peut donc comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est capable de le dire. On parle des approximations. Au jour d'aujourd'hui, quand on se réveille, la catastrophe est déjà arrivée. Le cas de Loufou est une illustration. Quand on a commencé à regarder Loufou, ça faisait 2 ans qu'il y avait des dégâts. Et quand on y arrive, la catastrophe, la gangrène est tellement importante qu'il est difficile de la maîtriser immédiatement. Alors que si les informations étaient numérisées, on aurait pu se rendre compte de à quel moment ça a commencé. Et on aurait pu réagir rapidement. Mais je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Mettre en place un système informatique, l'État peut le faire. Mais dans tous les pays du monde, l'État le fait avec des privés. C'est des partenariats publics-privés. L'État n'a pas pour vocation d'investir dans des investissements, j'ai envie de dire, immobilisants. Je veux dire, l'État a besoin des services. Les ordinateurs et les systèmes peuvent être privés, comme partout ailleurs, et l'État les utilise. Et ça évite que l'État investissent et se mettent à maintenir des systèmes dont il n'a pas nécessairement les capacités, aussi parce que ce n'est pas son métier. Et je considère que s'il faut le faire, il est important que l'État fasse exactement comme tous les pays qui ont réussi à le faire rapidement, c'est d'aller dans des partenariats publics-privés. Mais est-ce que vous garantissez vraiment la lutte contre la fraude avec ce système? Parce que à Matadi, par exemple, avec le système Sidonia, ça n'a pratiquement pas résolu le problème de la fraude. Je ne suis absolument rien du tout pour être en mesure de garantir le fait qu'un système informatique éradique la fraude. Et vous parlez de Sidonia. Sidonia a ce site particulier, c'est que très malheureusement au Congo, il n'est pas interconnecté aux bases de données arrière, ça veut dire des autres pays. Et c'est pour ça que je dis une informatisation intégrée permet de prendre en charge une marchandise dès le départ. Mais je mets ça de côté, ce n'est que la douane. Nous avons les impôts internes. Nous avons les taxes que l'on est censé payer au quotidien. Et c'est important d'avoir une base de données commune. Vous savez, dans tous les pays du monde, si vous désirez savoir si ça va ou si ça ne va pas, la première des choses, c'est de cerner le contribuable. Le premier contribuable, c'est le citoyen. Dans ce pays, le citoyen n'a même pas un numéro d'identification unique qui permette à l'État de pouvoir le contrôler. La deuxième des choses, c'est de regarder les entreprises et les organisations. Ce que j'appelle organisations, ça peut être les organisations non gouvernementales ou toutes les autres. Mais il est important de cerner le contribuable et d'avoir son profil. À partir du moment où quelqu'un est cerné, son profil est connu, son activité est connue, il devient assez facile de pouvoir le contrôler et de le faire avancer. L'être humain est un être sauvage par définition. Si vous ne le contrôlez pas, il dérive. C'est aussi simple que ça. Je voudrais dire que l'informatisation va renforcer la situation de l'État et sa capacité à contrôler. Aujourd'hui, l'État et ses administrations sont terriblement faibles. Et tout le monde est au courant, tout le monde passe à travers des mailles. Et tout le monde en profite. Tout le monde en profite. C'est pour ça qu'un des ministres a parlé du coulage des recettes de l'État. Et quand on regarde les proportions, elles sont graves. C'est pour ça que la FEC a fait circuler un certain nombre de chiffres, les uns aussi différents des autres, mais qui montrent clairement qu'on doit s'alarmer. On ne peut pas continuer à penser qu'on est à 80 millions de personnes et qu'on peut générer un budget pour l'État de 4,5 milliards, si pas moins. On ne peut pas vivre dans ce contexte. On doit multiplier notre budget minimum par 10, par 15 pour être en mesure d'être un pays plus ou moins viable. Et pour ça, la première des choses, c'est de faire contribuer tous les citoyens qui sont sur le territoire congolais à la cagnotte publique, mais également leur renvoyer du service public. Et je crois que c'est une question d'un contrat. Maintenant, quand on parle de fraude, le système permet d'avoir les données pour être en mesure de décider. Après, derrière, il faut décider. Et ici, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, la plus grande faiblesse de notre pays, c'est le conflit d'intérêts. On trouve trop de politiciens dans les affaires et très malheureusement, quand vous êtes trop dans les affaires, vous ne pouvez pas être celui qui réglemente et celui qui contrôle. Et ça pose un problème. Et si ça, c'est une question de discipline collective et qu'elle est touchée, vous pouvez être sûr que très rapidement, nous allons revenir à quelque chose de normal. De manière répétée, et je le dis, nous nous sommes très mal comportés de manière collective pendant beaucoup trop d'années. Et il est important qu'à un moment donné ou à un autre, on décide de changer de cap. Pour y arriver, il y a un premier point, c'est un point d'arrêt. Et je le dis simplement, il faut une amnistie. Un jour, comme tous les grands pays du monde, comme l'Italie, comme la France, comme la Suisse, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, pour qu'on dise, OK, nous avons été suffisamment irresponsables ensemble, nous avons commis des crimes vis-à-vis de notre pays à un moment donné, on arrête aujourd'hui et voici la nouvelle règle. Et cette nouvelle règle va imposer une nouvelle discipline et vous allez vous rendre compte qu'en très peu de temps, ce pays va se relever. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le bon sens collectif. La volonté. Appelez ça comme vous l'entendez. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la volonté de pouvoir aller ensemble d'une certaine manière. On a beaucoup trop de slogans et on a très peu de résultats.
Je donne un exemple élémentaire, cette question de lutte contre la corruption. Je me pose la question de savoir pour quelles raisons on va continuer à lutter contre quelque chose de négatif. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est de pousser l'intégrité dans la gestion de l'État. C'est de pousser la rigueur dans la gestion de l'État. Et ça, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, une question de discipline collective. L'État s'engage à financer le projet d'Aipen et aussi le projet Bukangalonzo. Et aussi, il s'engage à financer les privés. Mais est-ce que vous ne pensez pas que faire renaître, si je peux dire, la banque agricole serait la meilleure des solutions? Oui, c'est possible que nous ayons une banque agricole et qu'elle soit éventuellement une des réponses. Mais je crois simplement que l'écosystème financier doit être beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas avec un outil qu'on développe un pays. Il faut plusieurs outils. Aujourd'hui, on parle de transformer le FPI en banque d'investissement. Ce serait déjà une très bonne chose. Éventuellement, ça pourrait aider à aller vers l'industrie agro-industrielle ou d'autres industries dont nous avons besoin immédiatement. On parle de la banque agricole. On en a eu une ici et on en a eu beaucoup en Afrique. Elles sont malheureusement en grande partie tombées en faillite, comme beaucoup de banques à vocation. Je pense simplement que la mise en place d'un écosystème financier solide serait quelque chose de bien. La première des choses qui est en train de nous arriver, c'est cette libéralisation des assurances. J'espère en passant que derrière, nous aurons une mise en place d'un marché des capitaux. Parce qu'il nous faut beaucoup d'argent ici. Il nous faut beaucoup d'argent qui va dans le secteur économique. La spéculation ne fait pas avancer un pays. Ce ne sont pas des outils isolés qui vont faire avancer le pays. Ce qui va faire avancer le pays, c'est un plan général de développement qui nous engage dans le long terme, mais également des plans opérationnels efficaces. Mais au-delà de ça, c'est des opérateurs économiques de grande taille. Je donne toujours la même illustration. Sans énergie, ce pays ne pourra jamais avancer. Et ce pays a le plus grand potentiel hydroélectrique par tête d'habitant. Il n'existe nulle part au monde. Nous sommes, nous, détenteurs du plus grand potentiel hydroélectrique par tête d'habitant dans le monde entier. Et il est important qu'on se rende compte que ça, c'est notre plus grand avantage comparatif et il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour investir dedans rapidement. Investir dans les installations de production, mais surtout investir dans les installations de distribution interconnectées, nationales et internationales. Et encore une fois, là, ça dépasse toute capacité d'avoir une banque agricole ou une banque d'investissement locale. C'est la capacité à capter les finances internationales. Et là-dessus, je pense qu'il faut un effort important, qu'on se rende compte que les mesures d'application sont très bonnes, mais elles ne sont très bonnes que si elles sont sous-tendues par un plan général de développement qui, lui, est ambitieux et qui part de quelques éléments fondamentaux. Et dans le cas du Congo, je dis tout le temps, pour faire un saut de tigre, il faut être en mesure de partir d'un ressort. Et le ressort en République démocratique du Congo, il n'y en a pas deux, c'est Inga et les autres éléments du potentiel hydroélectrique congolais. Les politiques ont beaucoup de responsabilités en ce qui concerne le respect ou l'applicabilité de ces mesures. Est-ce que vous ne pensez pas que la population a aussi à mettre du sien? J'ai toujours dit que la gestion de l'État n'est pas une question que politique. La gestion de l'État est une question de société. Et je crois simplement que la plus grosse faiblesse, et je le disais tout à l'heure, de notre pays, c'est de ne pas avoir une convention collective de vie commune. Où est-ce que nous voulons être dans 50 ans? Où est-ce que nous voulons être dans 30 ans? Où est-ce que nous voulons être dans 10 ans? Et comment nous faisons pour aller dans 5 ans? Parce que si vous laissez tout ça entre les mains des politiciens, ils arbitrent dans le mandat, 5 ans. Et très malheureusement, 5 ans pour une nation, c'est du très court terme. Et surtout quand on est un pays qui est en totale dégradation comme le nôtre. Il nous faut être en mesure d'avoir une convention sur les 10, les 30, les 50 prochaines années. Et ça, encore une fois, c'est une convention collective, c'est une convention de cité, c'est une convention de communauté. Nous devons être en mesure d'en parler bien au-delà des couleurs politiques. Je le réclame à corps et à cri, vous ne pouvez pas être un pays qui fonctionne sans boussole. Vous ne pouvez pas être un pays qui ne décide pas dans quelle direction vous désirez aller. Tout le monde sait malheureusement qu'il n'y a quasiment pas d'école viable dans notre pays. Et ça, c'est des questions fondamentales. Nous sommes en grève avec les médecins et nous nous rendons bien compte de la fragilité de l'offre des services de santé chez nous. Toutes ces questions, lorsque vous les regardez de près, elles sont liées à la précarité des individus. Lorsqu'un pays a ses citoyens précaires, il devient lui-même précaire. La question du revenu du travailleur. Il est important de se mettre sur la table et de se dire, on ne peut pas continuer à espérer d'avoir des personnes motivées et capables de donner de la performance à l'État si ces personnes sont très mal payées ou sont sous-payées. Que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel médical ou les administratifs, j'ai envie de dire, les fonctionnaires de l'État.
Et cette question des bas salaires, il faut qu'à un moment donné, et ça c'est dans le cadre de ce que j'appelais tout à l'heure la convention collective, d'en parler. On ne peut pas avancer. Il n'est pas acceptable, c'est impossible de penser qu'on peut tourner un pays viablement avec des salaires comme ceux que nous voyons dans la fonction publique. On ne peut pas espérer que quelqu'un se motive à rendre ses services à l'État s'il n'est pas sûr que ses enfants peuvent être soignés, si jamais ils tombent malades, et que ses enfants peuvent aller à l'école de manière viable. Et ça, c'est valable non seulement à Kinshasa, mais sur toute l'étendue de la République. Et lorsque vous regardez cela, vous vous dites que l'équation du budget de l'État actuel est une équation impossible. Alors on ne peut pas se voiler la face. Il faudrait qu'à un moment donné, on se mette autour d'une table et qu'on discute d'une nouvelle République et de comment elle va fonctionner. Et ça, c'est une question d'État, ce n'est pas qu'une question politique. Monsieur Al-Kitenge, en 2 ou 3 mots, que doit faire l'État pour réussir cette mission? Il faut rabattre les divergences politiques, il faut remettre la nation au devant et il faut faire impliquer toutes les forces. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de confiscation de l'État par les hommes politiques. Et il est important qu'on remette l'État au centre de la communauté, que les scientifiques soient en mesure de donner leur point de vue, que les académiques donnent leur contribution, que la société civile donne sa contribution et que face à la gestion de l'État, nous comprenions que nous avons là un besoin d'une convention. Et cette convention doit être transparente, coulée dans un cadre d'un plan stratégique et à partir de ce plan stratégique, nous redistribuer les rôles. Je donne un exemple élémentaire. Tous les pays du monde investissent de l'argent dans ce qu'on appelle la participation citoyenne. C'est comme ça qu'on retrouve des grandes ONG comme Transparency International qui prennent de l'ampleur mondiale pour être en mesure de donner la ligne directrice sur toutes les questions d'intégrité et de lutte contre la corruption. C'est comme ça qu'on trouve des ONG comme Global Witness qui aujourd'hui fait un effort pour remettre au seuil le plus élevé les questions de droits de l'homme. Et je crois simplement que l'État congolais doit être en mesure d'investir un peu d'argent dans le réveil citoyen. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que la vie de l'État est une question politique. Très malheureusement, la vie de l'État est une question citoyenne. Monsieur Al-Kitenge, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, madame. Numériser les services de l'État pour un meilleur suivi reste la voie pour arriver à contrôler les recettes de la République. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Économia.